c'est le mot. Et les manifestations ont eu lieu. Par milliers, ils sont sortis dans les rues de Dakar pour crier à cette décision jugée inique par les partis de l'opposition réunis justement dans cette coalition-là. Aujourd'hui, on parle justement des mouvements de revendication. Tel est le postulat du départ. Comment en Afrique peut-on faire entendre sa voix lorsqu'on fait de la politique? Quelles sont les voies et moyens, les meilleurs en tout cas, pour se positionner fermement dans la scène politique pour parler justement de ces différentes voies et moyens qui s'offrent à tous ceux qui voudraient faire de la politique en Afrique. On va revenir sur le cas de ce qui se passe au Sénégal déjà. Passion Parfaite, donc quelle est la lecture que vous faites de ces mouvements de revendication tels qu'ils se déroulent en Afrique? Au Sénégal, on a vu des marches. Au Tchad, la semaine dernière, des leaders de l'opposition ont été arrêtés après avoir marché pacifiquement, même s'il y a eu des casses. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de la manière dont les Africains revendiquent? Mais je pense que sincèrement les Africains sont là à la quête de leur véritable indépendance, parce que nous avons encore des États néocoloniaux où les tenants de pouvoir du moment font des pieds et des mains pour garder le pouvoir par tous les moyens, mais surtout pour essayer de museler complètement toutes les voies contestataires quant au management de leur pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il n'y a que la voie de la contestation qui s'offre, n'est-ce pas, à ceux qui contestent ou bien qui sont les adversaires de ce pouvoir. Malheureusement, nous constatons souvent que dans certains pays, ça se fait avec des violences. Ces violences sont souvent la résultante du refus de pouvoir d'accepter des contestations pacifiques, n'est-ce pas, de leur gouvernance. À partir de ce moment-là, on peut justement questionner la question du consensus républicain qui devait être la chose la mieux partagée dans la plupart de nos États. Pour deux raisons précises. Premièrement, comme je viens de le dire, nous sommes des États néocoloniaux qui sont encore sur la coupe presque réglée des puissances étrangères. Même dans les pays qui ont acquis chèrement leur indépendance, on voit quand même la même mise des puissances étrangères. Et ça, c'est une donne géopolitique que personne ne peut ignorer. La géopolitique, elle est comme elle est. Les plus grands essaient toujours d'imposer leur vue et leur voix, n'est-ce pas, aux plus petits. L'Afrique, elle est balkanisée. Je répète souvent les Bantoustans africains, raison de plus pour avoir des États qui ne sont que à la merci des forces extérieures, que ce soit les forces politiques, économiques, sociales ou même d'autres culturelles. On le voit avec les débats que nous avons sur la question de l'homosexualité et les moyens et les pressions qui sont mis de plus en plus sur les États africains surtout pour accepter cette réalité-là. Bon, on voit des prix qui sont décernés à des leaders d'opinion, d'ONG de gauche à droite. Rien n'est gratuit dans tous ces prix que les gens obtiennent de gauche à droite, de gauche à droite. Ça participe d'une certaine politique de mettre la pression et de démontrer que en réalité il y a des gens qui se battent pour des droits alors que l'Afrique a d'autres problèmes dont on n'en parle pas beaucoup. Donc, je pense que dans le cas de Sonko, par exemple pour le Sénégal, on voit là une fois de plus, il y a ce Macky Sall que j'ai beaucoup apprécié la fois dernière face à Poutine, qui a valablement, à mon sens, représenté l'Afrique, qui a posé les problèmes de l'Afrique, qui a eu une attitude d'un véritable leader comme on l'aurait souhaité. Macky Sall, dans le discours, une parenthèse, peut être questionné après sa sortie hier à France 24, interrogé par les journalistes de France 24 de RFI. On va peut-être revenir sur ça dans une autre... Sur le Mali, par exemple. Pas seulement sur le Mali, mais sur sa visite, sur sa rencontre avec Poutine. On va peut-être questionner ça. Bon, d'accord. On va questionner ça un autre... qui s'est totalement planté. Bon, ça, je ne dirais pas ça, mais on va questionner ça un autre jour. Donc, Sonko et ses... Il finit par nous donner raison. Sonko et son groupe, et ses militants, surtout ces jeunes-là, ils aspirent à une autre vision de la vie politique dans notre pays. On a noté quand même dans les manifestations d'hier que l'appel à manifestation a été suivi avec un engouement particulier. C'était des milliers quand même à sortir dans les rues de Dakar. Question de l'efficacité justement. Est-ce que le rassemblement populaire est justement le signe
que vous avez un poids dans cette sphère-là? Oui, mais d'abord, je pense que dans un premier temps, c'est le Conseil constitutionnel qui a rejeté les listes présentées par Sonko. Exactement. On nous l'apprend par les juristes. Il y a un des juristes sur le plateau que ces décisions sont insusceptibles de recours. Alors, si le gouvernement sénégalais, premièrement, a quand même jaugé les risques, les débordements qui peuvent arriver si on interdisait cette manifestation, a accepté de la permettre, je peux me le permettre. Ils ont quand même, c'était comme un galop de c'est un test. Et ils ont bien compris que la jeunesse sénégalaise n'était pas du tout d'accord avec cette nouvelle posture du président Macky Sall et de son exécutif. On a tôt fait penser que Macky Sall veut encore s'arroger une majorité obèse au niveau de son Parlement pour tenter, ce qui est rare, difficile au Sénégal, de modifier la Constitution comme beaucoup de ses pairs l'ont fait sur notre continent pour s'octroyer un troisième mandat. Mais je vous dis déjà que son prédécesseur, Abdoulaye Wade, c'est ça qui le fait partir du pouvoir. C'est cette intention qui fait partir Abdoulaye Wade du pouvoir. Et c'est sur la base de cette prétention que Abdoulaye Wade va s'appuyer, Macky Sall va s'appuyer fortement pour légitimer sa candidature à cette élection-là. Donc je pense que s'il revient à Macky Sall d'embrasser de nouveau ces démons qu'il a combattus hier, je peux lui dire que la même jeunesse qui a combattu Abdoulaye Wade pour lui dire non, et non, vous ne pouvez pas comme ça impunément violer la constitution de notre pays pour vous imposer un troisième mandat, la même jeunesse va se mettre debout devant Macky Sall et pour lui dire non, nous ne pouvons pas accepter que vous essayez de modifier la constitution uniquement parce que vous voulez vous présenter à un troisième mandat. Donc par rapport à cela, je crois que la démonstration de force, n'est-ce pas, d'Ousmane Sonko et de ses camarades et autres citoyens sénégalais dernièrement au Sénégal, montre, n'est-ce pas, montre effectivement que ce peuple sénégalais, surtout cette jeunesse, a envie, est déterminé à lutter corps et âme pour création d'un nouveau paradigme qui sera un paradigme d'un avenir meilleur, qui n'est pas ce que je pense que l'exécutif actuel au niveau du Sénégal essaie de nous présenter. Malheureusement, c'est ça qui fait le charme aussi des luttes politiques. Ce sont ces dynamiques contradictoires par moment, que ce soit le point de vue des personnalités, mais que ce soit aussi la détermination des groupes divers et divergents, à chacun à essayer de pousser à son avantage les aspirations qui lui sont intimement, j'allais dire, valables. Voilà, et je rappelle que vous êtes un fervent militant du parti UPCiste, l'Union des populations du Cameroun. Qui a été muselé au Cameroun sur des questions comme celles que nous débattons aujourd'hui, mais ça fait partie aussi des dynamiques politiques. Voilà. Nous espérons qu'avec l'AFP, les choses vont changer. Que ces alliances ne sont pas en train de se tisser. Alors, bonjour au président Cyril Sambaka. Maître Franklin, en tant que juriste, est-ce que les dispositions légales qui encadrent les manifestations publiques, les cas de revendication, sont façonnées de telle enseigne que la désobéissance civile reste la seule voie pour ces personnes de revendiquer? C'est un sujet extrêmement délicat. Délicat en raison de l'histoire politique de l'Afrique francophone. Parce que pour comprendre avec pertinence ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller chercher dans l'histoire profonde des créations de nos États et puis plus tard de nos États dits indépendants. Je veux croire et espérer que les différents débats qui ont eu lieu sur ce plateau ont donné suffisamment de matière et de substance à ceux qui nous écoutent pour que nous n'ayons pas à revenir sur l'histoire de la construction des États tels que nous les avons actuellement dans la zone francophone. Et donc les gens comprennent que globalement, nos États, c'est l'excroissance de la volonté des anciens colons qui, au moment où ils s'en allaient, ont cru bon, de phagocyter, court-circuiter et quelquefois éteindre complètement les velléités
de nos nationalistes de véritablement obtenir des indépendances, de vraies indépendances. Et ils ont massivement contribué à octroyer les indépendances à ceux des Africains qui prenaient l'engagement de continuer de servir leurs intérêts ici. C'est-à-dire qu'on a modifié le colon, on a changé, substitué le colon blanc par le colon noir. C'est-à-dire que des valets, des gens formés à l'école occidentale et qui devaient continuer de travailler pour les anciennes puissances. Cette tendance-là n'a pas encore été complètement balayée. Il y a un grand vent, je le disais ici. On sent souffler quand même, sauf à être de mauvaise foi ou très aveugle, on sent quand même souffler sur l'Afrique francophone comme un nouveau vent d'Est. C'est-à-dire qu'un nouveau vent de liberté est en train de souffler, poussé, il faut le dire, par Internet, qui a permis de décloisonner un peu l'information mondiale, qui a permis que, voilà, on puisse voir les gens un peu partout, que l'information arrive très vite, que les progrès de la technologie fassent que on ne puisse plus facilement tuer des gens, les enterrer sans que, enfin, faire disparaître les gens, voilà. Donc, c'est devenu un peu plus difficile. Donc, il y a une sorte de vent d'Est qui souffle. Ce vent d'Est-là est confronté à une structure administrativo-légale qui, elle, ne s'est pas encore décarcassée complètement des réflexes coloniaux et qui laisse encore perdurer un certain nombre enfin, il y a survivance d'un certain nombre d'absence de liberté d'expression, de manifester, d'alternance démocratique. Une fois que j'ai dit ça et que je suis arrivé à l'expression alternance démocratique, je dois dire que le véritable problème de toute l'Afrique francophone réside dans cette affaire-là. C'est-à-dire que si on avait des chefs d'État qui venaient, peut-être dans le cadre de l'Union africaine, si on décidait là-bas, voilà pourquoi je disais avec le grand frère Béni Christ l'autre jour, si on venait à l'Union africaine et on disait tout le monde, tous les États francophones là, ou africains là, mandat de 10 ans, donc 5 ans x 2, impossible de faire autre chose, 5 ans x 2, ça résoudrait 2 problèmes. Ça rendrait possible que le président permette que sa population lui dise ce qui ne va pas bien. Il sait qu'il a 10 ans pour donner le meilleur de lui, l'absolu meilleur de lui, parce qu'il n'a que 10 ans. Deuxième chose, cela permettrait de s'affranchir de la subordination extérieure. Parce que beaucoup font... Vous avez dit, on a analysé dernièrement ici le comportement du président Macky Sall lors de sa visite en Russie. Vous voyez avec la dernière sortie que ça bat en brèche un certain nombre d'espoirs qui avaient été suscités. On reviendra là-dessus probablement. Ça bat en brèche un certain nombre. Pourquoi? Parce que une fois qu'il a posé cet acte-là, qu'on voulait saluer, que certains voulaient bien saluer en Russie, il est rattrapé par la réelle politique chez lui, il doit être réélu. Et il commence déjà à vouloir reflatter ses soutiens, ça et là, et contorsionner, jouer le contorsionnisme, avec le contorsionniste autant pour moi, avec la loi, avec les réglementations de son pays, commencer à manipuler le Conseil constitutionnel éventuellement ou tel autre organisme légal de son pays, parce que la volonté c'est de se maintenir au pouvoir. S'il sait qu'il n'a que 10 ans à faire, du coup, tu lui donnes un ordre là-bas, il te dit, je n'ai que 10 ans, donc je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire pour mon pays. Après, je veux que les gens soient contents, de sorte que si je suis arrivé à 45 ans et que je suis parti à 55 ans, à 68 ans, je peux même revenir pour un autre mandat. Parce que j'ai eu le temps de comprendre ce que j'avais bien fait, ce que j'avais moins bien fait. J'ai eu le temps de voir un autre, continuer ou corriger les failles de mon système. Et maintenant, je crois que j'ai besoin de 5 ans encore pour donner quelque chose de magnifique à mon pays. Donc, moi, je crois fondamentalement que c'est là que se pose la problématique. Si on s'autonomise ou on régule les mandats, on va donner à nos chefs d'État suffisamment d'outils, de coudées et de surface pour à la fois tenir tête à la prédation occidentale, mais également laisser libre, laisser court un jeu démocratique franc et sincère. C'est-à-dire que sortir, parler avec les syndicats, parler avec les autres partis politiques et leur dire, voici ce que je veux faire. Je veux le faire comme ça.
parler aux populations, c'est-à-dire redevenir africain et faire briller ce continent. Voilà qui est dit et qui est bien dit. On précise que la coalition au Sénégal, c'est Yewwi Askan Wi, une coalition qui regroupe le parti d'Ousmane Sonko et deux autres partis. Et le Conseil constitutionnel, dans sa sortie, dit que les listes sont irrecevables parce que la présidente, ou alors celle qui a été nommée à la tête de cette coalition-là, il a été nommé 2 fois. Voilà ce qui a été dit. C'est pour ça que le parti d'Ousmane Sonko, juste cette décision de justice inique. Alors, on va interroger les raisons pour lesquelles les mouvements de revendication sont même mis en place. Et prenons le cas du Cameroun en particulier avec l'AFP. Est-ce qu'on n'est pas dans la logique, et ça c'est en Afrique en général, mais au Cameroun en particulier, dans la logique du changement pour le changement? Changer juste parce qu'on en a marre de voir la tête qui est là. Ben, je vais peut-être pas revenir sur les brillantes réflexions de Parfait Ndom, qui a mis un accent sur le néocolonialisme, parce qu'il faut noter que la majorité des chefs d'État aujourd'hui en Afrique francophone le sont parce que imposés par la France, notamment, qui voudrait voir continuer à prospérer ses intérêts. Maître tout à l'heure a si brillamment développé d'autres aspects qui auraient permis à l'Afrique de voir son émancipation si effectivement il y avait un système d'alternance mis sur pied et accepté par tous. Moi, je vais dire ceci, c'est que nous souffrons d'un éternel problème, le manque de dialogue, le manque d'échange. Est-ce que le président de la République, sur les différentes crises qu'ont connues notre pays sous ses différents mandats, a eu la possibilité d'interpeller ses pairs, c'est-à-dire il est chef d'un parti politique, d'interpeller les autres leaders des formations politiques et ceux de la société civile autour d'une table pour échanger, pour diagnostiquer les différents maux qui minent notre pays et ensemble trouver des solutions. Vous voyez très bien que le dialogue n'est pas permanent. On a parlé plusieurs fois d'Elekam, on a parlé plusieurs fois de Boko Haram ou bien de la crise au Nozo. Est-ce que nous nous sommes unis pour pouvoir discuter? Même quand les enseignants grèvent, c'est parce qu'effectivement, il n'existe pas de dialogue entre ces enseignants-là et leurs différents ministères de tutelle. Donc, il faudrait davantage développer les échanges, la communication entre les différents protagonistes. Sur le plan politique, nous à l'AFP, parce qu'il faut noter que les partis politiques sont également l'élément premier sur lequel on devrait avoir notre miroir. Comment ça se passe dans les formations politiques? Nous avons milité contre un mandat éternel à la tête de notre État. En 2008, nous étions complètement opposés. Cela nous a valu des emprisonnements arbitraires et même des tueries. On se rappelle pour ceux qui ont été les aînés comme l'Indom qui ont été dans les mouvements étudiantins dans les années 90. Ils ont certainement connu quelqu'un comme Jacques Tiwa, qui a été assassiné en 2008. Les gars comme les Joe La Conscience qui ont été déportés, emprisonnés. Pendant que nous revendiquions la non-modification, on peut rendre hommage à quelqu'un qui était dans le système, mais qui s'est pratiquement braqué, notamment l'honorable Ayapol Abine, qui était député du RDPC et qui s'est opposé à la modification de cette constitution. Nous, à l'AFP, le mandat du président, de président national, il est de 4 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, soyez le plus brillant homme ou femme à la tête de notre organisation politique, vous avez un maximum de 8 ans. Comme disait Maître, 8 ans, une autre personne va prendre le relais. Si vous sentez que vous avez des forces bien après, vous pouvez revenir justement, faire profiter votre expertise pour justement régler les manquements qui ont été peut-être les vôtres et pourquoi pas réajuster les points forts qui étaient de votre côté. Il faudrait qu'il y ait un système d'alternance bien écrit et que ce soit véritablement respecté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, je crois que nous l'avons vu dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest, où c'était 2 ans, ou deux mandats, et je crois que c'était le professeur Alpha Condé, qui était un opposant historique. Vous voyez, qui était un opposant historique, quelqu'un qui s'est longtemps battu pour les libertés, pour la démocratie. Malheureusement, quand il est venu au pouvoir, il a eu du mal à partir de là. Non, il faudrait que, pour l'intérêt de nos communautés, de nos peuples, que nous apprenions à respecter les engagements que nous avons pris. Et c'est ce en quoi l'AFP et plusieurs autres organisations politiques, parce qu'il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, aucune organisation politique
au Cameroun ne peut se prévaloir d'apporter à elle seule l'alternative face au RDPC. Nous privilégions le dialogue. Nous discutons avec toutes les organisations politiques et la société civile. Vous êtes ouvert aux alliances. Nous discutons régulièrement parce que malgré notre programme politique, nous savons qu'il peut avoir des limites et nous savons que tout à côté, il peut y avoir des points de vue un peu plus importants. Donc, nous avons l'obligation de faire une jonction, une communion de nos forces pour rendre nos divergences beaucoup plus faibles. Et en plus, nous avons un clin d'œil vers les intellectuels, vers les universitaires. Parce qu'il faut, ce qu'il faut noter, c'est que il n'y a pas un changement qui puisse se faire sans que les intellectuels, sans que les universitaires ne puissent être dans la dynamique de changement. Vous vous souvenez de la crise qu'a connue l'Italie, une crise politique. Il a fallu qu'on mette de côté tous les acteurs politiques pour faire parler la science. On a dit, nous appelons les experts, ce sont eux qui, pour une sorte de transition, ce sont eux qui vont pouvoir apporter ce nouveau défi, ce nouveau souffle. Donc, nous, à l'AFP, lorsque nous avons des difficultés, nous allons vers des experts pour avoir une expertise, pour avoir de la science objective. Parce que nous, les acteurs politiques, vous n'allez pas me demander d'apprécier, par exemple, le président Biya, qui est mon adversaire politique. Je serai un peu calé. Pourtant, l'expert peut, sans a priori, apporter des éléments qui vont nous permettre de les juger, d'analyser, de les juger sans parti pris. Donc, il faudrait qu'on respecte nos engagements. Il faudrait qu'on privilégie le dialogue, les échanges, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un point de désaccord aujourd'hui qu'on ne serait pas en accord demain sur un autre point. Et vous savez, la politique est très, très dynamique aujourd'hui. Je peux être d'accord avec un adversaire et demain être en désaccord avec lui. Mais il faudrait qu'on se parle pour l'intérêt de nos nations. Mais comme je l'ai dit, on a deux éléments qui sont comme des cailloux sur nos chaussures. On a les anciens colons qui ne veulent effectivement pas lâcher prise, parce que vous savez aujourd'hui que si nous avons nos États totalement indépendants, ça sera une très, très grosse difficulté pour ces nations-là qui profitent de nos faiblesses pour davantage nous paupériser, c'est-à-dire pour davantage nous rendre un peu plus pauvres. Parce qu'il y a encore des éléments du néocolonialisme qui sont là pour perpétuer le colonialisme au sein de nos nations. Mais il faudrait un éveil. Et l'éveil passe par quoi? L'éveil passe par l'éducation, par la sensibilisation. Moi, je vois dans plusieurs chaînes déjà, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite et il y a de plus en plus une prise de conscience. Moi, je discute avec mes filles qui sont éveillées et qui me disent pourquoi est-ce que la présence de la France dans certains pays francophones est beaucoup plus accentuée. Vous voyez qu'il faut faire lire à nos enfants des bouquins qui peuvent leur permettre de comprendre davantage les enjeux géopolitiques mondiaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous n'avons pas des jeunes, des enfants, des adolescents qui sont éveillés, et tenez-vous tranquille, nous, à l'AFP, l'adhésion se fait à partir de 15 ans. Vos filles ont déjà 15 ans? Mes filles ont moins de 15 ans, mais j'ai des garçons qui sont déjà des grands adolescents. Non, parce qu'il faudrait former de bons citoyens. Si vous n'avez pas de citoyens bien formés, tenez-vous tranquille, vous n'aurez pas de très bons acteurs politiques. La preuve, on peut regarder aujourd'hui l'environnement politique aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a plein de gens qui sont pratiquement en aventure. Même dans des formations politiques, vous avez des cadres qui ne sont pas formés, je veux dire suffisamment formés. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Lorsque vous ne pensez pas, vous n'êtes pas dans la même dynamique de pensée que certaines personnes, on va vous dire tout ce qui n'est pas du tout bon. C'est parce que justement, les gens ont atterri en politique sans être formés. Il faut faire des associations. Il faut encourager les jeunes à militer dans des associations parce que la formation passe aussi par là. Il faudrait que les gens apprennent à devenir de très bons citoyens. Et un bon citoyen, c'est celui qui connaît pas seulement ses obligations vis-à-vis de l'État, mais aussi qui connaît ses devoirs. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire. Secrétaire national à la mobilisation, à l'implémentation et de l'Alliance des forces progressistes. Allez, alliance, c'est le même mot. Alors, pourquoi est-ce que les mouvements de revendication en Afrique sont généralement réprimés? On a encore vu ça récemment au Tchad. Monsieur Mondeki parle du manque de formation politique de ces leaders-là.
Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas forcément. En fait, pas de cette manière-là, telle que vous me relancez. Parce qu'il ne faut pas oublier que la répression liée aux revendications, elle également émane de la structure étatique installée en place. Et on se rend compte que l'Afrique souffre un peu de cela. Si on fait un peu une étude, une introspection à travers le continent, on va se rendre compte que c'est verrouillé, pour utiliser une expression que tout le monde connaît, un peu partout. C'est-à-dire tous les systèmes politiques ne laissent rarement la place à la revendication. On se souvient par exemple de ce qui a été à l'origine du printemps arabe. On allait revenir au 17 décembre 2010, voilà. L'immolation de Mohamed Bouazizi. Voilà. Et c'était justement dû au fait que le système de Ben Ali de l'époque avait verrouillé toutes les velléités de revendication à l'intérieur de son pays. Et il en allait de même également dans un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais le cas le plus patent, c'est beaucoup plus en Afrique centrale. Parce qu'on a comme l'impression que tout tourne tout autour des louanges, de la musique, mais jamais on ne doit pas ramer à contre-courant avec l'ordre établi. Vous voyez par exemple avec le régime balbutiant du Tchad, à chaque fois que le jeune Succès Masra a envie d'organiser une sorte de revendication, il s'est fait rattraper rapidement par le système qui ne permet pas en sorte qu'il y ait des voix discordantes. Il en est de même, par exemple, du Gabon, du Congo, du Cameroun. La plupart des pays de l'Afrique centrale ont la culture de la confiscation de l'espace politique à leur vis-à-vis. Du coup, la désobéissance civile, c'était une question que j'ai posée à Maître Franklin, apparaît comme le seul moyen de faire entendre sa voix. Non, la désobéissance civile aussi ici est plombée parce qu'en réalité, la plupart de ceux qui revendiquent parfois ne jouent pas d'une certaine légitimité. Parce que pour être capable de pouvoir mobiliser, il faudrait que le leader, soit quelqu'un de très populaire, 2, soit porteur d'une vision qui soit une vision acceptée par la population, 3, soit quelqu'un de très crédible. Parfois, la plupart de ceux qui sont à la tête de ces mouvements de revendication ou alors qui veulent prôner la désobéissance civile se heurtent à leur passé, qui ne plaident pas toujours à leur avantage. On a observé très bien les élections, je pense, entre 2015 et 2016 au Gabon. Et vous voyez que le vis-à-vis du président actuel était tout simplement un ancien cadre de l'Union africaine. Jean Ping. Voilà, Jean Ping, pour ne pas le citer. Et lorsqu'il a voulu mobiliser la société civile gabonaise, il a été très rapidement rattrapé par son passé. D'ancien haut cadre de l'administration de Mbongo Père à cette époque-là. Il était ministre des Affaires étrangères et puis s'est retrouvé à la tête de la Commission de l'Union africaine et est venu le problème de Laurent Gbagbo. Et on a vu de quelle manière il a géré ces problèmes. Quand il rentre dans son pays maintenant vouloir prendre le pouvoir par la rue, il est rapidement rattrapé par ce passé-là. Donc, la plupart des leaders qui sont dans cette posture de revendication souffrent de ce véritable problème. Le cas peut-être du Sénégal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fonction des espaces régionaux en Afrique, on a la culture de la revendication, de la manifestation est impactée par la nature sociologique du milieu. Les Ouest-Africains ont une propension à se retrouver rapidement dans la rue pour des revendications les plus minimes. Or, les centraux ont cette culture d'absorption, c'est-à-dire ils peuvent subir le martyre des années durant et peut-être commencer à les voir s'exprimer dans la dizaine d'années plus tard. Parce qu'en réalité, au niveau des pays du centre, de l'Afrique centrale, le système est verrouillé. C'est ce que les juristes appellent souvent le système jacobin, c'est-à-dire un héritage direct de l'administration coloniale française. Or, en Afrique de l'Ouest, il y a cette administration coloniale française, mais les gens ont cette propension à revendiquer, qu'on soit au Mali, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit au Burkina Faso, qu'on soit peut-être au Bénin. Et vous verrez qu'à l'intérieur de ces pays-là, il y a eu même des associations qui sont nées. Balai citoyen pour le Burkina Faso, Y'en a marre pour le Sénégal. Bon, si on revient un peu au niveau de la RDC, on a la lutte. Donc, il y a des mouvements qui sont constitués pour être les contre-courants des systèmes politiques. Et je vous rappelle que c'est le mouvement, par exemple, Y'en a marre au Sénégal, qui a été avant-gardiste par rapport à la tentative de modification
de la construction de l'ancien président Ouad au pouvoir. Et ce même mouvement, ce sont les actions de ce même mouvement qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir. Et il n'a pas fallu 6 mois pour que le divorce soit consommé. Donc, à ce moment-là, les leaders du mouvement Yanama se sont retirés pour bien observer les velléités, en fait, les envies confiscatoires du pouvoir de Macky Sall. Et ça donne ce que ça peut donner aujourd'hui. Parce qu'en réalité, dans ce mouvement qui a eu lieu à la fois dernière au Sénégal, pendant lundi ou au mercredi, vous verrez qu'il y a par exemple l'ancien maire de Dakar, M. Diaz, qui était l'un des leaders de ce mouvement. Parce qu'on voit seulement Sanko. Oui, parce que Sanko, il est en train de se distinguer. Mais c'est un conglomérat de jeunes qui ne veulent plus... En fait, c'est pas pour dire que le président Macky Sall est un vieux, mais c'est un conglomérat de jeunes leaders qui veulent se mettre en place pour essayer un peu de renverser la vapeur et d'installer un nouveau leadership au Sénégal. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a Khalifa Sall qui est toujours en prison et on ne sait pas exactement ce qui lui est réclamé. Dans un premier temps, c'était un détournement d'1 milliard. En fait, des chefs d'accusation sont de nature à envoyer une information à l'opinion selon laquelle le président Macky Sall veut se débarrasser de toute la rivalité qui l'empêcherait forcément de briguer un 3e mandat. Il ne faut pas également oublier que le fils de Ouad, qui à un moment a occupé un poste ministériel, et il a été baptisé le ministre du ciel et de la terre, Karim, aussi est passé par cette neutralisation-là. Donc, on utilise l'appareil de l'État pour pouvoir neutraliser, verrouiller toutes les voies discordantes qui s'élèveraient dans la nature de rompre un peu l'équilibre. Mais quel qu'en soit le cas, il faut le dire, le succès des revendications passe par ce que Mandeki disait tout à l'heure, une socialisation aboutie. Parce qu'en réalité, les populations sont confrontées à 2 problèmes majeurs. Le problème majeur de la population, c'est la survie. Ils sont tellement occupés à résoudre des problèmes de survie au quotidien que les problèmes politiques qui sont à l'origine même de cet état létal deviennent périphériques à leurs préoccupations. Le second problème des populations est le caractère un peu nauséabondeux de l'espace politique. On a comme l'impression que c'est un jeu qui est fait, un jeu de dupes, entre ceux qui veulent y accéder pour la mangeoire et ceux qui y sortent. D'où la question du changement pour le changement. Voilà, donc dans ce jeu-là, la population est un peu réticente et essaie de se mettre en retrait pour permettre à ce que ce ballet, cette danse, puisse se dérouler de manière conviviale entre les différents acteurs qui se prêtent à ce jeu, croyant, dans un premier temps, se moquer de la population. Pourtant, c'est la population qui se moque d'elle. Parce que lorsque ces leaders, en fait, ceux qui se prêtent à ce jeu-là, ont besoin de la population, ils se rendent compte que cette population ne les a jamais suivis. D'accord. Et justement, on va interroger l'efficacité et les résultats qui découlent de ces mouvements de revendication tels qu'ils sont opérés aujourd'hui, en convoquant un précédent historique. Nous sommes en 1848, puisqu'on parle de la France, c'est à Paris que partira ce qu'on appellera dans l'histoire le printemps des peuples, le printemps des révolutions. 200 ans plus tard, ça se répétera du côté de la zone nord-africaine ou des pays arabes, le 17 décembre 2010 en particulier, point de départ de ce qui se fera appeler le printemps arabe, de la Tunisie au Yémen en passant par le Maroc, la Libye ou encore l'Égypte. On a observé justement des manifestations qui visaient à revendiquer ou à faire partie du pouvoir en place opprimant alors à l'époque. Les résultats justement de ces revendications telles que énumérées, est-ce qu'elles valent leur pesant d'or pour le cas d'espèce? Mais il faut d'abord interroger les intentions et les acteurs qui sont à l'origine d'un certain nombre de revendications. Toutes les revendications n'ont pas pour finalité d'apporter un léger mieux, n'est-ce pas, par rapport à la condition du peuple qui souffre. Il faut faire attention. Il y a aussi des revendications qui sont en réalité des initiatives, des gens qui veulent atteindre des buts inavoués. Et on a même vu que certains lobbies et certains acteurs se sont incrustés, n'est-ce pas, en mi-parcours
vis-à-vis des revendications authentiques du peuple pour les détourner de leur objectif de premier plan. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention quand on lance une initiative, il faut toujours être en capacité de bien prévoir l'encadrement, de bien organiser l'encadrement de ces différentes manifestations, soit pour qu'elles ne dégénèrent pas, soit pour qu'elles ne soient pas récupérées par des tiers pour des fins politiciens et autres. Le point faible, Madeka a évoqué un certain nombre de variants. Le point faible aujourd'hui dans l'espace politique africain, il est de deux ordres. D'abord, il y a les entrepreneurs politiques et les propositions politiques qu'ils font, qui découlent souvent de la faiblesse, n'est-ce pas, conceptuelle et du point de vue de la formation de ces acteurs politiques. Deuxièmement, il y a la faiblesse de l'encadrement par le biais des mouvements sociaux qui sont en réalité à la base de ces revendications. Je peux parler des syndicats qui sont presque complètement muselés dans l'espace politique, surtout francophone, mais pas seulement francophone, on peut le voir aussi aux États-Unis, même dans d'autres pays anglophones, on peut le voir comme ce fut le cas de la grève de Marikana en Afrique du Sud, où on a vu comment ça a été géré avec une violence, une barbarie inouïe, au profit des patrons. Et vous voyez très bien que l'État peut être de connivence avec les patrons pour réprimer de manière violente certaines contestations d'ordre social et populaire. Donc, il y a aussi, j'allais dire, la faiblesse de la formation du citoyen lambda tout court. Parce que tout à l'heure, Pépin a dit quelque chose de très important. Il y a une frange non moins importante de la population qui pense que les luttes ou bien les joutes à la fois politiques et sociales ne les concernent pas. Parce qu'in fine, à la fin, on va toujours trouver les mêmes acteurs qui vont se retrouver soit pour demander une partie du gâteau, soit pour conserver l'entièreté du gâteau. Et ils ont l'habitude de dire, non, cette affaire-là, c'est entre vous les politiciens. En gros, grosso modo, on enveloppe ça sous le prisme de politiciens. Et vous savez, dans le jargon populaire, on a fini par pervertir un terme. On dit, ne me fais pas la politique, c'est-à-dire ne me trompe pas. Alors que la politique a un sens noble, qui est celui de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. À ce propos, les mouvements de revendication, vous le dites, devraient avoir une âme. Laquelle? Oui. Qu'est-ce qui devrait motiver justement les gens à revendiquer? Mais la volonté de ces populations à se construire un avenir meilleur, de meilleures conditions de vie, lutter pour les meilleures conditions de vie, sur le plan social, politique, culturel et économique. Tout à l'heure, on a parlé des printemps arabes. C'est pour ça qu'il y a aussi, je vous dis, les éléments qui viennent d'ailleurs, qui peuvent impacter violemment sur le cours de la vie des citoyens. Les printemps arabes, c'est aussi l'augmentation du prix de blé. On n'en parle pas beaucoup. Le blé avait pratiquement triplé au niveau du Maghreb et a rendu la vie complètement impossible. Vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'on avait bousculé le petit Bouazizi avec sa petite échoppe ambulante que le pays a pu s'embraser comme ça. Le pays a pu s'embraser comme ça parce que, dans le fond, les populations n'en pouvaient plus. Ils étaient arrivés à une situation, le musulman de la société par le gouvernement policier de Ben Ali, mais deuxièmement, les conditions de vie économique au quotidien qui étaient devenues insoutenables pour ces populations-là. Donc, le cocktail était là pour que l'implosion ait lieu. Je dis et j'insiste durement sur ces aspects parce que, en réalité, on le voit avec ce qu'on appelle les révolutions oranges. Même l'extérieur qui va affaiblir un pouvoir peut susciter un certain type de revendication, sachant pertinemment, ayant analysé le fait que le pouvoir lui-même était à l'étroit. C'est pour ça que je tiens l'attention de Macky Sall. Il faut faire attention. C'est vrai que un pays comme le Sénégal, il y a souvent des acteurs et des arbitres qui ne sont pas très visibles. Je parle par exemple aux leaders religieux et culturels du Sénégal dont leur avis compte souvent. Et le poids de ces chefs religieux, de Mouride, etc., valent souvent leur présence d'or dans, à la fin, le dénouement de certaines situations. Mais je dis que les forces extérieures peuvent aussi profiter de la faiblesse et de ce schisme, ce hiatus qui existe entre les décideurs et le peuple et introduire, n'est-ce pas, les éléments de leur agenda dans cet espace politique
pour arriver à des buts politiques bien précis. C'est pour ça que j'attire l'attention du président Macky Sall. S'il rentre dans cette perfidie dont certains de ses pairs en ont fait, sont devenus le sport favori des champions, il faut qu'il sache que ça va le conduire tout droit dans un mur. Le Sénégal n'est pas le Bénin. Le Sénégal, c'est une culture, même si elle peut être questionnable, mais de l'alternance qui ne peut pas être remis en question aujourd'hui, même par Macky Sall. On comprend très bien qu'il puisse avoir un langage assorti et avoir un autre langage face à des journalistes de la presse française. Parce que justement, il a cette envie, moi j'écoute, hein, je suis avec beaucoup d'attention la déclaration parce que le diable est dans le détail. Vous vous souvenez de la question sur les troisième mandats à Malabo? Vous avez vu la réponse de Macky Sall. Ça nous préparait déjà à dire, ah attention, peut-être que le président Macky Sall veut déjà aller dans cette direction. Président, ne prenez pas ce chemin. Si vous prenez ce chemin, vous allez créer un schisme au sein de votre pays et personne ne peut mesurer, nous bien prévoir, j'allais dire bien malin, qui pourra prévoir les conséquences de cette décision. Mettons aussi dans l'escarcelle de l'analyse 2 événements qu'il ne faut pas non plus négliger. Le Sénégal est rentré dans le club très fermé des producteurs de gaz et de pétrole pour bientôt. Vous savez que quand vous avez ces minéraux, ces ressources stratégiques qui interviennent dans un pays, dites-vous très bien que le Congo-Brazzaville n'est pas loin de nous. Ça attise des appétits de cette puissance qui sont cachés là où nous savons. Et qui souvent poussent certains à la faute parce qu'ils estiment qu'avec ceux qui sont aux affaires maintenant, peut-être les négociations peuvent mieux se passer. Je vous rappelle déjà que le ministre sénégalais a déjà démissionné par rapport au contrat qui a été passé avec, je crois, la société Total, si je ne me trompe pas, par rapport à cette exploitation de gaz. Donc, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ces enjeux-là. Et là, je reviens toujours sur la question. Tout à l'heure, j'ai applaudi quand Franklin a déroulé la question de limitation de mandat. J'ai fait des débats pendant plus d'une décennie avec certains de mes amis copanélistes qui étaient sur la reine d'Angleterre, Angela Merkel, mais ce ne sont pas les mêmes réalités. Et puis, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs que ces gens-là ont. Si au Cameroun, on parle d'un pouvoir jacobin, parce que l'essentiel du pouvoir, justement, est détenu par le président de la République. Alors que chez les autres, il y a un décloisonnement, c'est-à-dire une décongestion de ce pouvoir qui fait que Angela Merkel prenait de pouvoir que certains chefs de langue n'appliquaient pas. Parce qu'ils estimaient que c'était complètement en contradiction avec leurs propres intérêts, avec les intérêts locaux. Donc il faut faire très attention quand nous sommes face à ces situations-là qui arrivent. Et d'où mon vœu, je ne cesserai jamais de le dire, comment il nous faut les États-Unis d'Afrique. Si nous sommes dans une perspective des États-Unis d'Afrique, même dans des États, dans un premier temps, des regroupements sur-régionaux, ces questions seront évacuées. Parce qu'on sera pertinemment que personne ne peut être président des États-Unis d'Afrique centrale avec des mandats illimités. C'est pas possible. C'est pas possible. On va balayer de revers de main ces difficultés qui nous semblent insolubles aujourd'hui. Et justement, les revendications corporatistes, sociales, syndicalistes et politiques vont prendre beaucoup plus d'ampleur parce qu'ils seront fondés d'être des armes dans le cadre des résolutions des difficultés que connaissent le pays ou bien l'espace à une période bien déterminée. Ne me prenez pas le cas des États-Unis d'Afrique. Je vois les esprits malins qui vont essayer de nous conduire de ce côté-là. Nous voulons construire une Afrique parce que nous sommes les héritiers de ce peuple-là qui a subi 5 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. Et depuis pratiquement, nous sommes là depuis 1 siècle, on balbutie dans ce néocolonialisme qui dit pas son nom. Donc nous avons cet héritage. Nous ne sommes pas des gens qui sont allés dans l'espace des autres, on massacre tout le monde pour se donner du bonheur. Nous sommes dans un espace où nous devons tout faire pour travailler et pour donner de la dignité à nos populations. Et merci, ça, je suis tout à fait d'accord avec Mandeki tout à l'heure qui parlait de l'interpellation des intellectuels et des universitaires dans la résolution des crises et des solutions qu'ils peuvent apporter pour les résoudre. Sauf que nous avons ce qu'on appelle les intellectuels organiques, Mandeki. Et c'est là où le bas blesse. Le peu d'intellectuels et d'universitaires
qui sont complètement libres de leurs opinions, on les compte au bout des doigts. Dans la plupart de nos États, tous nos intellectuels universitaires sont devenus des facteurs carriéristes. Tout à l'heure, là, vous avez, avant notre débat avec vos deux sparring partners qui traitaient l'actualité, vous avez entendu le problème qui est revenu là. L'affaire de l'université de Ngaoundéré, qui n'a pas un natif de Ngaoundéré comme recteur. Donc, ça vous dit dans quel environnement nous baignons, où vraiment les gens sont dans des petits calculs d'apothicaires. Ils oublient vraiment le big picture qu'est notre nation, qui doit aller de l'avant par des réformes conséquentes et par la détermination des peuples qui ont bien compris que si on veut sortir de cette camisole de force dans laquelle nous sommes, comme l'a si bien exprimé Franquin depuis avant même nos indépendances, il faut qu'on crée un nouveau paradigme et cela passe par de nouveaux types de revendications, un nouveau leadership, mais surtout une nouvelle détermination de nos pays, de fait de l'Afrique et de nos pays et de nos peuples, un continent où il faut bien vivre. Bien vivre. On va interroger justement la méthode. Les méthodes idoines aujourd'hui pour se faire véritablement entendre. En Tunisie, ça a été 4 semaines de sitting avec au bout le départ de Ben Ali. Au Mali, récemment, puisqu'il faut qu'on en parle, des revendications populaires est née cette élite qui a pris le pouvoir par la force des armes. Alors, quelle est la bonne finalement, quelle est la bonne méthode de revendication pour faire entendre sa voix lorsque, comme ça a été établi, ça vient véritablement du peuple? Quelle est la bonne méthode? On peut faire un détour au Cameroun en 2018 avec les manifestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quelle est la bonne méthode? Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels en Afrique francophone. Il y a des intellectuels. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Parce qu'un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit de façon circonstanciée. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui raisonne, dont le raisonnement se fait de portée générale et à caractère impersonnel. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un de spécifique. Ça doit être vrai en tout temps, ça doit être vrai pour tous. C'est possible ça? Oui, c'est ça être un intellectuel. Bassek Bakobio disait que c'est quelqu'un qui a raison 50 ans après. Donc, il faut déjà revenir sur ces choses-là et les comprendre. D'autre part, il y a la faiblesse substantielle qui consiste à dire les acteurs politiques ne sont pas crédibles. Voilà pourquoi les masses ne les suivent pas. Moi, je crois que la question ne se pose même pas déjà en ces termes-là. Ce n'est pas à celui qui exerce le pouvoir ou qui incarne l'autorité de l'État de déterminer de la crédibilité. Un jour, j'ai fait un post qui disait « Lorsqu'un pouvoir politique commence à adouber un opposant, c'est que c'est un mauvais opposant. C'est-à-dire que ce n'est pas de la... Quand c'est celui qui est au pouvoir, qui établit la critériologie de l'opposant, il faut vous méfier des opposants qui vont sortir de la substance là, à la fin. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que nos États doivent ouvrir le jeu démocratique. Ça me déplaît d'utiliser cette expression en me souvenant qu'il y a quelqu'un que je n'aime pas beaucoup qui l'a utilisé. Qui vient de l'utiliser. Oui, c'est les mots qui sied pour exprimer l'idée que je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent. Il faut ouvrir le jeu démocratique et permettre que s'expriment les contradictions. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, peu importe qui, c'est le peuple qui, in fine, va décider si on suit ou si on ne suit pas. Rappelez-vous, ici, il y a 48 heures, nous débattions sur la visite d'un homme politique, d'un homme d'État belge au Congo-Kinshasa. Et nous étions tous d'accord pour dire que la population ne l'avait pas suivi, malgré, hélas, à mon corps défendant, du faste diplomatique et comment Pépin a appelé ça ce jour-là. Pépin a donné le nom là. Il a dit que quand on reçoit, c'est comme ça, c'est l'hospitalité. Les usages diplomatiques. Les usages, oui, il a utilisé une expression là que j'ai repris dans mon compte au bureau en rien. Donc voilà, je veux dire, malgré ça, le peuple n'a pas suivi. Donc le peuple n'est pas idiot. Il sait lire, il écoute, il se structure, il se forme, il se fait son opinion des événements. Et aujourd'hui, avec le grand livre gratuit qu'est Google, il est de plus en plus aisé de trouver des informations que, hélas, on n'avait pas avant. Il est possible aujourd'hui de trouver des livres. Les gens peuvent lire des livres auxquels ils n'avaient pas accès avant.
lis des histoires, lis des travaux de plein de gens qui, bien évidemment, travaillent, mais comme en Afrique francophone, on fait la promotion de l'éducation d'asservissement, eh bien, un certain nombre de travaux de recherche ne sont pas mis sur la place publique ou alors ne sont pas officialisés pour permettre aux gens d'avoir le même niveau d'information structurelle sur l'histoire et l'évocation mémorielle de ce que l'Afrique est. Mais Google permet d'y satisfaire. Et donc, globalement, les peuples s'en rendent compte. Les politiques devraient plutôt, à mon sens, ouvrir le jeu démocratique, je le réitère, mettre en place des mécanismes permettant au peuple de s'exprimer, permettant aux politiques de s'exprimer, et le peuple ferait le choix. Mais pour revenir stricto sensu à la question que tu m'as posée, c'est-à-dire celle de savoir, est-ce que... il y a un mot d'expression par excellence. Oui, quel est le mot d'expression par excellence? Je vais dire que il n'y a pas de mode d'expression par excellence. Il y a plutôt en amont le travail de structuration, de formation et de sensibilisation des foules. Les hommes politiques échouent parce qu'ils s'inscrivent dans le temps court. C'est-à-dire qu'on peut être président d'un parti politique et organiser sa vie et son passage politique pour que quelqu'un d'autre de votre parti devienne président plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous qui êtes à la tête d'un parti qui devait devenir le président de la République. Les fruits de votre travail. Je l'ai réitéré ici hier. C'est dramatique. Je l'ai réitéré ici hier. Oui. Celui qui plante un arbre en sachant qu'il ne profitera pas forcément de son ombrage a compris la vie. Oui. Et cela est vrai à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue ancestral, que d'un point de vue politique. C'est-à-dire que si vous êtes président d'un parti politique, vous ne devez pas forcément devenir le président de la République, récolter les fruits du labeur politique que vous avez fait. Absolument. Oumniobé, Ernest Ouandié et les autres n'auraient pas été amis parce que chacun d'eux avait la statue pour devenir le président de l'Afrique. Je n'ai pas dit d'un pays. Oui, il avait la compétence pour devenir le président de l'Afrique. Il pouvait diriger l'Afrique. Voilà. Sans qu'il y ait des failles. Il serait le président de l'Afrique entière. Mais vous voyez l'humilité, vous voyez l'approche sacerdotale, quasi sacrificielle, et même pas quasi sacrificielle, qui a été la leur dans leur démarche et dans leur lutte. C'était que précisément, ils ne se battaient pas pour eux. Ils voulaient tracer les sillons, ouvrir la voie majestueuse à la construction et l'avènement d'une Afrique digne, respectée, respectable, et qui dicterait, qui parlerait au monde de tu à tu. Donc, ce qu'il est important pour nous aujourd'hui, si on veut que les prochaines revendications puissent porter leurs fruits, ce n'est pas... La marche est un mode d'expression politique, d'accord? Le syndicat est un mode d'expression sociale, politique, de revendication. Tout cela sont des modes, mais il faut former les gens. Il faut former les foules. Le rôle d'un parti politique, d'abord et avant tout, c'est la formation. L'accession au pouvoir devient le résultat de la qualité de la formation politique, de la structuration citoyenne, de la structure politique de l'évolution d'un peuple. C'est-à-dire que ce qui se passe politiquement est simplement la face visible de l'ensemble des tiraillements, de l'ensemble du travail politique, social, juridique qui se passe en dessous. Et donc, marchez, courez, envolez-vous. On se retrouvera à faire des révoltes et pas des révolutions. C'est-à-dire des cassures momentanées qui sont l'expression de la colère conjoncturelle d'un peuple et qu'une fois qu'ils ont même eu raison parce qu'ils sont sortis massivement et qu'on leur a conféré une part de pouvoir, tout de suite on les manipule parce qu'il n'y a pas de structure à la base, parce qu'il n'y a pas d'éducation politique, parce qu'il n'y a pas de préparation. D'accord. Il faut davantage de préparation, il faut davantage d'éducation, et puis du côté d'organisation, de ce côté-ci, et puis de l'autre, qu'il y ait un soupçon d'ouverture démocratique et que ceux qui dirigent nos pays d'Afrique en général et d'Afrique francophone en particulier redeviennent de vrais enfants de l'Afrique qui se soucient et qui entendent les voix qui grondent dans l'Afrique profonde et qui veut que ce continent retrouve sa place au soleil.
Donc le mode d'expression devient facultatif et se trouve de lui-même si au préalable la nécessité impérieuse de formation a été cochée. On l'a bien compris. Alors aujourd'hui, quand on voit les différentes manifestations de ces revendications qui sont pour la plupart réprimées, on se pose la question, peut-on rester en accord avec les lois qu'on jurera plus tard de protéger quand on veut justement manifester? On a envie de dire Amen lorsqu'on finit d'écouter Franklin, parce que c'est tellement bien dit en termes de propositions, en termes d'approche. Non, aujourd'hui, quand vous regardez... Il fait partie d'un parti politique pour l'instant, donc l'UPC et l'AFP, vous pouvez postuler pour... Non. Justement... Ils ont besoin de moi. Je le disais tout à l'heure, justement, l'erreur pour nous aujourd'hui, beaucoup plus au Cameroun, c'est de croire que l'entrepreneur politique peut régler tous les problèmes. Non, c'est pas du tout, c'est pas possible. Il faut faire appel à la société civile, il faut faire appel aux personnes, aux personnalités indépendantes. Quand vous regardez même aujourd'hui notre mode de gouvernance, si vous n'êtes pas proche du pouvoir, on ne vous tend pas la main. Mais je peux vous dire, il y a des compatriotes qui sont éloignés de la politique politicienne, mais qui peuvent en toute modestie apporter leur brillante contribution au développement de notre pays. Il faudrait que le président de la République, il faudrait que les acteurs politiques pense à ces personnes-là qui ne veulent pas prendre les cartes de formation politique, mais sont prêtes à apporter leur expertise pour que le pays puisse véritablement avancer. Regardons le contexte aujourd'hui au Cameroun. Vous avez une loi qui vous dit que pour organiser une réunion ou bien pour faire une manifestation, il faut tout simplement rédiger une déclaration de manifestation ou de réunion adressée au sous-préfet territorialement compétent. Mais je peux vous dire que la règle aujourd'hui est devenue l'exception et l'exception est devenue la règle. Parce que 98% des déclarations de manifestations ou de réunions sont pratiquement rejetées sur le fallacieux prétexte de menaces, de troubles à l'ordre public. Mais les partis politiques ne peuvent plus se mouvoir sur le terrain. Si vous voulez discuter avec la presse, le sous-préfet va vous dire qu'il y a une menace de trouble à l'ordre public. Si vous voulez échanger avec les populations dans un quartier ou bien dans un village sur une problématique précise, tout à l'heure Franklin parlait de formation, de sensibilisation. Mais comment est-ce que vous allez former les populations, les sensibiliser peut-être sur le choléra, sur la vie chère, sur leurs droits et leurs devoirs, si l'autorité administrative ne permet pas que vous puissiez tenir vos manifestations. Mais une seconde, mon ami. Ça m'est déjà arrivé où le sous-préfet a même donné l'autorisation. Bref, à accorder cette autorisation. C'était les jeunes du quartier Nebel, quartier Mongo, qui voulaient que je vienne parler, n'est-ce pas, de la vie de Félix Roland-Moumié. Voilà, un truc banal comme ça. Je viens nous expliquer qui était Félix Roland-Moumié, son œuvre, etc. etc. Donc le sous-préfet valide la demande de manifestation. 1 heure, alors que les gars avaient déjà tout fait, ils ont fait des mises et bâches, ils sont continués les chaises, la sono était déjà là. 1 heure avant le déroulé de cet événement, le sous-préfet a dit que non, pour des raisons de possibilité de trouble à l'ordre public, votre manifestation ne peut pas se tenir. Donc c'est pour aller dans le sens de Maliki pour montrer que pour l'instant, j'ai comme l'impression que nos pouvoirs de moment ne sont pas encore prêts. Et c'est ça qui pose le problème même de la formation et de la sensibilisation, même des populations. Même elle est complètement... Non, il faut briser ce verrou-là. D'où la nécessité souvent des manifestations. Vous avez des partis politiques qui sont légaux. Alors, une petite parenthèse. Oui. S'il arrive que l'AFP, je dis n'importe quoi, arrive au pouvoir, elle changera cette règle et permettra justement à d'autres personnes de manifester sans... Non, la règle est bonne. C'est-à-dire que il vous suffit d'écrire au sous-préfet et puis vous prenez les dispositions parce que quand le sous-préfet vous écrit... C'est pas la loi qui est le problème, c'est l'attitude politique. Effectivement, sur ce plan bien précis. Et en plus, quand vous faites votre déclaration, vous avez 3 personnes qui sont considérées comme le bureau d'organisation de l'événement. C'est-à-dire s'il y a un problème, ces personnes-là peuvent être interpellées pour expliquer les raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait des troubles. C'est-à-dire, elles donnent leur numéro de téléphone
Parce que dans la déclaration, vous donnez une copie de votre CNI, vous donnez également vos numéros de téléphone. Comme pour dire qu'à tout moment, le sous-préfet, et en plus, le sous-préfet prend des dispositions pour que les forces de maintien de l'ordre puissent vous accompagner. Parce que la déclaration, dès qu'il vous donne le récépissé, il y a une copie qui va à la police sur les renseignements qui sont généralement là en civil pour voir si tout se passe bien ou bien si l'objet de la manifestation n'a pas été respecté. Si Parfait Ndom, qui était censé venir parler de du docteur Félix Roland Moumié, va plutôt parler d'une révolution qu'il faut mener et tout ça et consorts. Ils sont là. Vous avez la gendarmerie qui est censée être là. Vous avez le commissariat de sécurité publique qui est également censé être là pour encadrer si c'est une marche. Donc la loi, de ce côté-là, elle n'est pas mauvaise. Mais seulement, nous avons des administrateurs qui sont assez zélés, qui pensent vouloir protéger un individu qui est peut-être le chef de l'État au détriment du respect des lois qui ont été votées par le législateur et promulguées. Est-ce que l'attitude en face, justement, ne dessert pas également les intérêts de ceux qui veulent manifester? C'est-à-dire que le cas que vous avez pris est assez éloquent. Vous déclarez quelque chose en objet dans la lettre qui va chez le sous-préfet, et chez le terrain, c'est autre chose que vous faites. Est-ce que, justement, ces petits jeux... Non, les organisations politiques, surtout celles opposées au système en place, n'ont aucun intérêt à jouer à ce mauvais jeu-là. Tout est clair. Lorsque vous êtes un parti politique légalisé, c'est-à-dire que vous faites tout de manière ouverte. Vous n'avez pas besoin surtout quand c'est public. Parce que quand c'est public, c'est ouvert. C'est-à-dire que vous n'identifiez pas ceux qui viennent à la réunion ou bien à la manifestation. Tout le monde vient. Ça veut dire que le discours que vous allez tenir est un discours public qui sera connu de tous. Donc, si vous voulez parler de Oumniobé, vous allez parler de Oumniobé. Le jour où vous voulez parler de Mandeki, vous parlerez de lui. Vous n'avez pas besoin automatiquement de changer. Je me rappelle, l'UPC, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, avait organisé une commémoration à Comondo, pas loin du domicile où a vécu Oumniobé. J'ai été invité par un camarade de l'UPC, un jeune avec qui j'ai ma proximité, Kolta, qui est très impliqué dans le Made in Cameroun. C'est quelqu'un qui fait beaucoup dans le tourisme, dans la promotion du tourisme au Cameroun. Comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on est politiquement opposé qu'on ne milite pas également pour la promotion du Cameroun. J'ai dit 20 minutes avant le début, mais il y avait la police, la gendarmerie. On avait l'impression qu'on était en train de s'attaquer au président. Nous étions obligés d'aller finalement en Dokbatsi, comment on appelle le bar où l'UPC Sierra. C'est ce jour que je découvre effectivement où ce bar n'existe plus. Donc, nous y sommes allés et la police est encore venue là-bas nous traquer. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent savoir où est né l'UPC? Moi, si je dis, ça ne fait pas 5 ans. J'avais peut-être 35 ans, vous vous imaginez. Pourtant, dans nos écoles, je crois que les directeurs d'école et les proviseurs de lycée doivent de temps en temps prendre des jeunes pour leur dire, vous entendez parler de Oumniobé, voici où la formation politique, l'UPC est née. C'est très important. Regardez, moi j'étais à Limbé il y a quelques jours, et il y a la statuette d'un colon. Non, pas d'Afrique Saké. Bref, il y a la statuette d'un colon qui prône majestueusement là, à la rue des Banques. J'oublie un peu, pourtant, j'ai fait des films de ce côté-là. Il faudrait qu'on fasse la promotion de nos icônes. Même si à un moment, elles ont été en opposition avec l'ordre politique régnant. N'en demeure pas moins que c'est des personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Parce que le Cameroun va rester, si nous avons été en opposition avec le président Biya, il y a peut-être des bonnes choses qu'il a pu poser. Nous allons parler de Biya dans nos livres, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Parce qu'il faudrait que chacun assume son héritage. Si le président Biya s'arrête aujourd'hui là, c'est normal que les livres parleront
a mal de son bilan parce que son bilan est médiocre. C'est tout à fait normal. Ceux qui ont posé, c'est un avis personnel et nous l'assumons. Et ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous avons des personnes qui se sont sacrifiées. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, même au sein des oppositions au système, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que les gens pensent à leurs égaux. C'est-à-dire, regardez même dans nos formations politiques, il y en a qui sont présents depuis 20 ans, 25 ans, depuis 30 ans, qui ne veulent pas bouger. Il y en a, s'ils ne sont plus là, l'organisation meurt. C'est-à-dire que l'organisation est devenue une organisation pratiquement unipersonnelle qui est centrée pratiquement sur ces individus-là. C'est un problème. Nous ne disons pas à l'AFP que tout est noir au sein du RDPC et de ses alliés et tout est blanc au sein des oppositions. L'opposition doit également se remettre en cause. Elle doit pouvoir réfléchir, elle doit pouvoir trouver des armes nécessaires pour pouvoir s'accommoder face à la lutte qui est la conquête, pas absolument du pouvoir, mais l'adhésion des masses. Comme on l'a dit, notre pilier, c'est la formation, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation des masses pour une prise de conscience individuelle et collective. Parce que tout le combat que nous menons là aujourd'hui, s'il n'y a pas une adhésion de masse, ça veut dire que nous sommes en train, nous ne sommes pas dans une réussite du challenge que nous sommes fixés. Et il faudrait que les gens prennent conscience. Pas seulement l'État, parce qu'aujourd'hui nous savons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre d'eux. Il n'y a plus rien à attendre, ils ne peuvent plus rien. Parce qu'ils ont deux problèmes. Ils ont un problème de vision politique, parce qu'ils sont fermés, et ils ont un problème également de volonté politique. Ils n'ont aucune volonté à voir les choses changer. La situation les arrange. Lorsqu'on parle par exemple de la guerre au nord-ouest au sud, mais je peux vous dire avec force et conviction qu'ils sont nombreux au sein du Sérail qui ne voudraient pas que les choses changent. Merci M. Mandeki. Donc il faudrait que nous essayons de bouger l'alliance des forces progressistes. Mais si on a compris, Pépin Bikaï, dis-nous quel est le véritable problème aujourd'hui des moments de revendication, au Cameroun en particulier et en Afrique en général, même s'il faut y aller au cas par cas. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas généralement? Non, il ne faut pas aller chercher les solutions là où on les trouve de manière simple. Tout à l'heure, Mandeki a essayé de faire un tableau par rapport au mouvement associatif politique au Cameroun. J'ai souvent l'habitude d'utiliser une expression, le concept de leader messianique. C'est-à-dire que les leaders des associations politiques au Cameroun ont transformé ces associations en poste de travail. C'est-à-dire que quelqu'un peut être président d'un parti politique pendant 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans. Je pense que c'est la même longévité qu'on met à exercer un métier. Pratiquement. Donc, dans sa carte d'identité, à la place, là où on met son profession, on peut mettre président de l'association politique. Ça peut faire rire, mais c'est malheureusement la léthargie dans laquelle nous sommes plongés. Et au détour de la 10e, 15e année, on se rend compte qu'on arrive à une patrimonialisation d'une association. Parce qu'en réalité, le parti pour les adhérents dans une formation politique sont libres d'adhérer sur la seule condition qu'il faudrait qu'ils partagent l'idéologie que défend le parti politique. Et le parti politique, lui, a pour ambition d'être plus ancien que ceux qui l'ont vu naître. On a vu par exemple l'UPC qui est né le DAV 48, les leaders sont pour la plupart décédés, mais le parti continue à vivre. Il en est de même lorsqu'on fait des comparaisons avec d'autres formations à l'étranger. Les partis travaillistes socialistes sont des partis qui sont nés il y a très longtemps. Et donc, un certain nombre de leaders se succèdent pour essayer de faire pérenniser les idées de ce parti-là. C'est ça une association politique. Mais ce n'est pas une sorte de patronisation que certains leaders font. J'avais suivi un leader politique au Cameroun qui disait que quelqu'un crée sa chose, vous venez prendre ça. Donc, les gars sont dans l'entrepreneuriat politique, c'est du business. C'est-à-dire que les actions politiques, ça donne une visibilité, ça donne une visibilité au fondateur du parti, mais également ça peut lui apporter de quoi manger. Donc du coup, pour lui, c'est une ressource. Et nous sommes dans un espace où l'accès aux ressources est limité. C'est une compétition mortelle qui n'est réservée qu'à ceux qui sont les plus rusés. Comme dit souvent Parfait ici, c'est-à-dire on a le choix entre la brutalité, la force et la ruse du renard.
Donc ceux qui sont les plus rusés passent par les associations politiques pour essayer de pouvoir joindre les deux bouts. Et là, c'est à ce niveau qu'il y a mensonge. C'est à ce niveau que la population, elle a pris conscience et elle s'est mise en retrait. Elle a préféré subir le martyre. Elle est consciente du fait que son devenir ne passera pas par le discours tenu par les leaders politiques qui s'éternisent aux affaires. Moi, en fait, sans publicité, j'ai regardé l'organisation de la convention de l'UNDP l'année dernière. Et à la fin de cette convention-là, où on a invité la fine crème des leaders politiques actuels de toute idéologie et obédience politique, à la fin de la déclaration, on a dit le président Bello est maintenu à la tête de l'UNDP. Donc, bref, on a fait 3 jours de convention pour dire à la fin que le président Bello est maintenu à la tête de l'UNDP. Par acclamation, toute la salle a acclamé. Mais ça témoigne également du fait que, dans notre pays, on a une forte propension des personnes qui sont des conservateurs de race, c'est-à-dire qui sont des adeptes de l'immobilisme. Parce qu'en réalité, ils sont comparables à ce qu'on appelle la NRA avec le lobby des armes. Ils ne veulent pas que les choses changent. Ça ne veut pas dire que dans cette association politique, il n'y a pas de nouveaux leaders qui peuvent se jeter à Hier, l'eau. on parlait de la crise des modèles. Est-ce que vous dites que les partis politiques, pour le cas d'espèce, devraient être des partis de visage fort? C'est ça? Il ne peut pas avoir des visages forts s'il n'y a pas une volonté de ceux qui sont là à en fabriquer. Les visages forts ne naissent pas de l'eau. On fabrique les visages. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on est forcément le modèle. Voilà, on fabrique les leaders. D'accord. On peut être capable de fabriquer, en fait, de jeter son dévolu sur un jeune garçon, une jeune dame, et lui donner les outils nécessaires pour qu'il soit vu comme un leader, comme une voix forte, comme quelqu'un qui peut être capable d'entraîner plus d'une personne. Ça se fabrique. Mais que ce soit ici ou ailleurs, personne n'est né S Nilo comme étant un leader politique, comme étant un leader charismatique. Donc, charisme, on peut naître avec un charisme, mais on le façonne par ceux qui ont cette prétention à le faire. Et c'est le rôle aussi des formations politiques. Parce que là, on oublie de le dire, au-delà de la sensibilisation, la formation politique a pour rôle de pouvoir mettre les meilleurs fruits, c'est-à-dire détecter les talents, les façonner et les jeter dans l'arène politique. D'accord. Alors, mais pour le cas de l'UPC, puisque vous parlez des visages et de ceux qui s'éternisent, on ne parle pas du PC sans Oumyobé quand même. Est-ce que ce n'est pas dans cette même mouvance-là que les partis politiques? Non, il n'est plus. Et puis, à un moment, c'est pas fait de ne pas me démentir parce qu'il va être un peu violent. À un moment, l'UPC est tombé dans ce dédale-là. Et on a réussi à le cantonner, non pas dans l'Union européenne, mais dans certaines tribus. C'est-à-dire l'Indoksoul, disons ça comme ça. C'est-à-dire la plupart des leaders venaient d'Indoksoul. Bon, l'Indoksoul, c'est que la deuxième femme de Oumyobé était Indoksoul, c'est pas pourquoi. Ils ont cette prétention à pouvoir s'accaparer de l'héritage de Oumyobé. C'est la femme du maquis. Hein. Bon, en fait, disons ça comme ça. Et à un moment, il y avait ce débat-là. Ce débat de l'Union des populations du Cameroun, où on veut des leaders, un leader qui ne soit pas forcément calqué sous le modèle tribal. Ce débat a été tenu, malheureusement, on est arrivé au schisme, au stationnement de l'UPC, l'Ouest, le centre, le littoral, chacun se revendiquant un certain leadership. Justement, parce qu'en réalité, les gars n'ont pas compris que les leaders du présent sont passés, du passé sont passés, et il faudrait qu'on se projette dans l'avenir. L'UPC a un problème, alors, on te dit les thèses de 1952. C'est-à-dire, le parti est toujours resté en 1952, pourtant nous sommes en 2002, avec parfois des outils qui n'étaient pas utilisés en 1952. Et c'est ce qui est un peu déplorable. Puisqu'aujourd'hui, il y a la communication. Tout ce que les gars faisaient à l'époque, une éducation de masse sur le prisme des voyages nocturnes. C'est-à-dire que pour que Parfait, qui était, je le renvoie en 52, puisse causer avec ses partisans de Ndom, il fallait qu'ils prennent, parfois qu'ils marchent à pied pour arriver à Ndom. Or, s'il veut aller à Ndom aujourd'hui, il fait sa programmation et il arrive à Ndom, il s'entretient avec les militants. Donc, il y a des choses qui ont changé et de nouveaux leaders devraient intégrer cette mutation dans leur approche de pouvoir obtenir les résultats auprès de leur population. D'accord. Bon, l'UPC également, pour revenir à ça, fait partie de l'un des rares partis structurés, mais qui est gangréné par cette guerre-là
et par le jeu trouble de l'administration. Ça, c'est une réalité. Le parfait en fait foi. Seul. On va sortir par là. Mais il faut également dire que ce constat est également lié à un terrain fertile par le simple fait que les gars sont conscients que quand ils sont leaders, acceptés par le gouvernement, ils ont de quoi manger. Ceux des leaders qui ne sont pas acceptés par le gouvernement, eux, ils doivent périr. Et ça compromet forcément la construction de l'espace socio-politique et économique du Cameroun. Parce qu'en réalité, de l'autre côté, ceux que vous voulez faire taire, parfois sont dotés de capacités intellectuelles de nature si elles étaient utilisées, ça pourrait permettre un avancement conséquent par rapport à un certain nombre de questionnements au niveau de la société. Maintenant, quand on sort du Cameroun et on se retrouve en Afrique, on se rend compte que en Afrique francophone, ça n'a pas tellement changé. On est resté dans le même esprit. Mais en Afrique anglophone, il y a quand même une sorte de mutation, il y a un jeu. Même s'il y a de quoi se décrire. Hier, par exemple, j'ai observé au niveau du Parlement sud-africain, il y a le président Cyril Ramaphosa qui devait s'adresser à la nation. Il a été hué copieusement par non seulement qu'il a été le Parlement à cause d'une oui, affaire de à côté vol. qu'il a été hué, mais il a été pris dans un joute verbal face à une dame qui lui demandait, qui lui disait ouvertement qu'il est malhonnête et qu'il devait démissionner. Tout simplement parce qu'il a caché un cambriolage dans sa maison où les bandits, disons ça comme ça, sont venus braquer chez lui et ils ont trouvé une importante somme d'argent. Mais le président les a payés pour qu'ils ne disent pas qu'ils ont trouvé de l'argent en espèces stocké chez lui. Ils ont quand même dit. Voilà, c'était tellement violent. Mais en réalité, ça traduit la vitalité du débat dans ce pays-là. Ça traduit la volonté des uns et des autres à aller dans un débat franc avec leurs dirigeants. Mais vous pensez que dans des pays francophones, je ne veux pas le cas, je ne m'arrête pas au Cameroun. Est-ce que c'est possible de parler de cette manière à un chef d'État qui vient s'adresser à la nation dans un parlement? C'est pratiquement impossible. Donc quand on a ce type de scène, on peut décrire, mais il y a quelque chose que nous avons gagné. La sincérité et le souci pour les uns et les autres de pouvoir libérer la parole, de faire en sorte que ceux qui sont les représentants, parce qu'à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour ce qui est de l'Afrique du Sud, c'est un système de démocratie indirecte. Donc, celui qui représente le peuple là, il sait qu'il n'a pas le droit à la parole. Donc, quand il a l'occasion de rembrouiller le chef de l'État par rapport à la bêtise qu'il a pu commettre, il ne fait pas l'économie. À cœur joie. Merci. On va sortir de cette émission avec cette question. Qui, pour parler justement, mouvement de revendication, d'accord, mais qui parle? La parole, elle est à qui? De qui émane justement la parole qui viendra peut-être faire trembler les institutions qui font souffrir le peuple? Non, je vais répondre à cette question. Elle a toujours été pertinente. Et ça témoigne de la légitimité dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu toujours une revendication, que ce soit ça ailleurs, il y a une chambre noire, un laboratoire qui est chargé de pouvoir faire un peu la biographie de celui qui parle. Et à la fin, on dira que c'est un gars périphérique, ses parents étaient même pauvres et tout ça. Donc, il y a tous les éléments pour diluer le discours d'un pseudo, disons ça comme ça, pseudo-leader qui occupe l'espace. Parce qu'en réalité, nous avons cette culture-là de ne pas accorder la voix à celui qui peut porter la voix des sans-voix. Et ça fait en sorte que sur 60 ans, on a comme l'impression que le Cameroun n'a eu que 2 leaders officiels. Peut-être 2 leaders officieuses. Autrement, Wandje, Moumié et Oumniobe. Mais de manière officielle, ceux qui parlent et qui ont toujours parlé au nom du Cameroun, c'est Aïdjo, c'est Bia. Donc, quand on sort de là, notre pays n'a pas été capable de fabriquer des leaders de nature à ce qu'ils portent leur voix. Surtout qu'ils sont frappés par ce que j'expliquais tout à l'heure, le concept du dé messianique. Ils s'éteignent aux affaires. Même que dans le syndicalisme, on voit ça, hein, les gens Mabekoko, ils sont là depuis des années, si bien que leur revendication n'est plus audible. Parce qu'ils disent la même chose chaque fois, avec le même vocabulaire, le même style. Il faut qu'ils pensent aussi à laisser la place à d'autres personnes. Merci. Allez, il vous a grignoté un peu de temps de parole, c'est votre fils. Ouais, mais bien. Déjà aller à la retraite. Je lui conseille. Vous savez, la vieillesse est de plus en plus combattue. Hein, même sur le plateau. Justement, est-ce qu'on ne parle pas justement de ce leadership messianique? Est-ce que vous avez passé la main déjà? Non, on peut être vieux, être pertinent, être jeune et ne pas l'être. Et vice-versa d'ailleurs. Donc l'âge n'est pas... Je ne vais pas faire de commentaires. Je ne vais pas faire de commentaires. L'âge n'est bon. Non.
Pépin a raison, mais Pépin, ça fait partie du combat, n'est-ce pas, et du rapport de force au sein de la société. Ceux qui pensaient vraiment l'Afrique, ceux qui pensaient vraiment le Cameroun spécialement, ils ont été complètement mis à l'écart, avec souvent de manière brutale, il faut le dire. Quand on parle de l'UPC, ce qui fait office de l'UPC là maintenant, ceux qui parlent au nom de l'UPC, ils n'ont rien de péciste. Voilà. C'est devenu un fonds de commerce pour souvent des gens tout droit sortis du ventre de pouvoir et qui agitent ce truc-là en disant c'est mon l'UPC. Donc je vous ai dit dernièrement, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que quelqu'un professe et ce qu'il fait. Mais surtout, il faut toujours vous poser la question d'où vient. C'est très important. D'où vient-il? Bon, quand on voit ce qui se passe là, je pense que nous sommes dans un régime néocolonial qui a décidé d'effacer complètement toute trace de résistance authentique de notre pays. Et l'UPC étant le symbole par excellence de ces résistances, il fallait complètement la faire imploser, la faire disparaître. Il y a un proverbe bassaré de Chomon qui dit que même la peau de la panthère, c'est toujours la panthère. Donc même la peau de la panthère a combattu. Donc, et ça explique pourquoi même cette cette UPC complètement galvaudée a été interdit d'aller aux élections pour faire le grand boulevard à un jeune qui était non loin de Pépin dans un passé récent, hélas, et dont on voit le résultat aujourd'hui. J'assume ma proximité avec ce leader-là. Mais je n'ai pas dit le contraire. Le problème en Afrique et au Cameroun en particulier, c'est que les leaders doivent naître des mouvements authentiques de contestation de l'ordre néocolonial. Et c'est pour cela que tout à l'heure, tout ce que Mandeke a dit, l'information, la communication, la formation, l'éducation des masses, mais aussi l'organisation, n'est-ce pas, des groupes variés, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, les partis politiques sont aussi des associations, il faut que vous le sachiez, que ce soit les groupes d'intellectuels, qu'on ne voit plus beaucoup parce qu'il y a dans un passé lointain, il y avait quand même des groupes d'intellectuels qui savaient prendre fait et cause, n'est-ce pas, pour les causes nobles pour lesquelles le peuple aspirait et se battait. Il faut que tous ces groupes soient organisés. Là où c'est grave, c'est aussi d'avoir des gens qui disent « Je suis seul, je joue en solo et je suis comme quelqu'un qui a la science infuse. » Votre science infuse doit toujours être confrontée à la réalité actuelle. Et pour que cela soit possible, il faut que vous appartenez à un groupe organisé. Le problème de la plupart de nos intellectuels, c'est qu'il n'y a pas de think tank où ils confrontent leurs réflexions, où ils sont capables d'assumer leur position. Nous avons des individus qui pensent qu'ils ont réfléchi à la question tout seuls et ils peuvent apporter, n'est-ce pas, la solution aux problèmes souvent complexes qui se posent à nous. Donc, je pense qu'il faut davantage renforcer l'éducation populaire, organiser davantage les masses à tous les niveaux. Et de ce foisonnement-là, n'est-ce pas, de ce vaste mouvement populaire, forcément vont naître de véritables leaders qui seront capables de porter les aspirations de ce peuple-là qui est meurtri. Peut-être que ce leader est sur ce plateau. Je me mets déjà hors jeu, mais quand j'écoute, n'est-ce pas, toutes les bonnes choses succulentes qui sont de ce plateau, je me dis qu'il y a de l'espoir. Il ne faut jamais désespérer de l'homme, disait quelqu'un. Mais en plus, chaque fois que les gens se battent de manière organisée pour défendre, n'est-ce pas, ce qu'ils ont de plus cher, il finit toujours par naître au sein de ces groupes-là des leaders. Quand on parle de l'UPC souvent, laissez-moi revenir là-dessus une seconde, on dit que le Oumniobé arrêté, c'était les fruits de l'histoire du moment. Le Cameroun était arrivé à un moment, avec tout ce qu'on a eu avant les Douala Manga, les Maté Paul Samba, toutes les luttes séculaires qui ont eu lieu au Cameroun, était arrivé à un moment où l'action avait mûri, où le peuple était un peu plus conscient, et forcément devait naître au sein de ce peuple quelqu'un qui devait être capable de porter ces aspirations-là. Je suis d'accord. Et ancien et le Mpodol. Oui, allez, on va sortir par là. Oui, on sort par là. Et pour vous dire que les considérations qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont d'ordre régionaliste, d'ordre tribal, qui ont s'aimer et coloniser complètement l'espace politico-social de notre pays, n'était pas la préoccupation de ces gens. Le congrès du PSA 1952 qui se tient à Ezeka, dans son fief, dans ce congrès, dans le bureau de comité directeur, Oumniobé est le seul bassin. Alors que personne ne lui contestait rien. Mais il a bien compris
que pour faire l'union de population du Cameroun, il faut cet assemblage-là, Ok. cet attelage formidable pour poser la question nationale, la question nationale, comme il appelait si bien. C'est ce qui manque aujourd'hui au Cameroun. On a fait du tribalisme d'État la chose la mieux partagée. Chaque élite pense qu'il doit avoir peur au gâteau et manipule les pauvres populations qui sont complètement dans une population et dans une misère indescriptible à des fins d'ordre politicien, tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux pour nos États aujourd'hui. Et c'est là où je dis, si l'Afrique centrale peut être considérée comme le cœur des ténèbres, quand on voit le management de nos exécutifs politiques, en Afrique de l'Ouest, et c'est là où j'étais aussi en contradiction avec certains de mes amis, on a l'impression que le peuple n'a pas complètement abandonné de manière ontologique ce qui a fait, sur le plan anthropologique, sa force. Et le Mali le démontre. Et si chez nous aujourd'hui, qu'est-ce qui peut constituer le ciment de l'ensemble de nos populations? Chaque population, de manière éparse, essaie de défendre son petit beefsteak, entre guillemets, comme si ce beefsteak existait. Je suis Bassa, je parle à mes frères Bassa. J'ai entendu dernièrement les gens professer l'idée d'une province Bassa. Une région Bassa. D'une région Bassa. Je vais bien. Mais regardez comment ils en ont fait le découpage. Ils ont oublié, par exemple, qu'il y a des bassins dans le camp, qu'il y en a des bassins dans l'océan, qu'il y a des bassins même dans le sud-ouest. Je ne parle pas des gens qui sont arrivés par la migration, par les phénomènes de migration, mais de manière authentique. Dans le sud voisin. Dans le sud voisin. Donc, c'est une cécité qui ne dit pas son nom. Même dans un projet qui est déjà réducteur. Parce que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous qui pensons nation, nous qui pensons Afrique, on ne peut pas nous ramener, justement, la simple région. à la petite région sur la base du fait que je suis Bassa. Parce que lui, j'estime que si je suis Bassa, il est aussi. S'il est Bamdeke, je le suis. S'il est Aoussa, s'il est, je ne sais pas, nous le sommes tous. C'est ça qu'il faut voir. Tant que nous n'allons pas être capables de monter pour arriver à ce niveau de réflexion, évidemment, nous aurons les États que nous aurons, qui sont en réalité des États prébandiers ou accompagnés par une bourgeoisie comprador qui ne voit rien d'autre que ses propres intérêts du moment. Et malheureusement, la marche du monde, et je crois que Franklin l'a assez démontré, nous prouve que si on ne fait pas attention, nous serons dans la grande désillusion. Parce que ce qui vient devant nous, en termes de capacité de force de prédation, est largement supérieur à nos petits intérêts égoïstes et qui, en réalité, ne peut pas prospérer dans un avenir proche. Et je comprends le schisme donc, qui existe entre les décideurs de moment aujourd'hui, qui sont pour la plupart d'un certain âge dont je me rapproche, et la jeune génération que vous constituez, qui veut une autre Afrique, un autre pays, une Afrique qui grandit, c'est une Afrique qui est capable d'intégrer toutes ses valeurs et ses forces pour qu'elle soit capable de parler de haute voix dans le Conseil des Nations. Votre sagesse et votre honnêteté intellectuelle nous ravit tant. Allez, je vais vous passer à chacun 30 secondes de parole, pas plus le sujet, mais pour autre chose. S'il vous plaît, la réalisation, est-ce qu'on peut avoir une image? Justement, on est sorti de l'émission déjà. L'image de Georgette Dimdo. Oui, vraiment. Georgette Dimdo, c'est la réalisatrice, l'une des réalisatrices affectées à la production de cette émission. Bon, peut-être l'image ne viendra pas, bon, c'est son jour. Et je sais que vous avez l'habitude de magnifier les techniciens. C'était le moment de lui dire un petit mot gentil. Rapidement, je pense pas que l'image va venir. C'est son anniversaire, mais l'anniversaire de d'accord. C'est son anniversaire? Mais où est le gâteau? Allez, rapidement, Franklin, je commence par vous, un petit mot à Georgette. Oui, elle sait tout ce que je pense d'elle, de la grande professionnelle qu'elle est. C'est la maestria avec laquelle, avec un petit sourire, réussit à sortir de situations inextricables ici. Font que nous avons pour elle un sentiment particulier. Maintenant qu'elle vient de perdre une nouvelle année, elle a perdu, c'est ça. Oui, elle a perdu un an, elle s'est rapprochée d'un an de la mort. Nous voulons lui dire... Non, de la maturité. Bon, maintenant, c'est un angle de vue. Allez, vous avez 30 secondes, il vous en reste plus que deux. Nous voulons lui dire simplement qu'elle continue de se bonifier avec le temps et que, comme du bon vin,
elle fasse briller le monde. Alors, je vois Mandeki sourire au coin. J'ai aussi remarqué son alliance, mais vous allez dire quand même... Non, je ne vais peut-être pas réclamer le gâteau, mais on voudrait bien savoir si elle est encore sur le marché. Donc, vous savez que nous sommes... Non, elle est prise. Ok, d'accord, tant mieux, tant mieux pour elle. Depuis 2 ans déjà. Nous sommes des Africains. Comme elle, ma seconde fille, a 1 an de plus. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça fait 2 gâteaux. Elle a 8 ans, elle s'appelle Mandeki Bichon. Elle a pris le patronyme de son grand-père qui est J'ai besoin d'une minute. Bichon. Voilà. Lara Cécilia, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je vais être obligé de rentrer un peu plus tôt à la maison pour pouvoir célébrer cet événement avec elle. À la réalisatrice également, nous lui souhaitons plein de bonnes choses. Je ne la connais pas particulièrement, mais je vois bien qu'elle participe à la réussite de ce programme. Donc, par ma voix, l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, lui souhaite un véritable happy birthday. C'est un plaisir d'avoir été sur ce plateau, profiter des belles intelligences comme celle de Franquin, Pépin qui est toujours très lucide, et notre aîné Parfum d'homme qui fait partie... Qui a manifestement un problème avec son âge. Parfum d'homme qui fait partie des personnes dont je bénéficie d'un encadrement hyper particulier. Voilà, donc la formation ne s'arrête pas, on continue toujours à aller auprès des aînés pour pouvoir attraper un peu. Et heureusement, il est toujours là pour partager. Donc, parce qu'il y en a qui préfèrent conserver la connaissance. Merci Mandeki Marcos. Pépin, rapidement. Non, à Georgette, on se connaît depuis pratiquement mars 2020, quand on a lancé cette émission. C'est une professionnelle acharnée. Elle se donne toujours corps et âme pour la réussite de ce plateau. À elle et à son charmant époux. C'est son anniversaire seul? Non. Prête-moi de l'argent et non de mots. Allez-y. À elle et à son charmant époux, que cette journée soit de plus heureux. Joyeux anniversaire à elle, Georgette. Bon, vous voulez que je chante alors, pour que le gâteau arrive? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Georgette. Happy birthday to you. En attendant, j'ai comme suivi ma Georgette dans... Ah mais oui, c'est notre Georgette. C'est une princesse en plus. Georgette. Voilà. Ok, allez, 30 secondes, vraiment. Oui, 30 secondes, c'est trop petit. Je sais. Bon. Faites l'effort. Non, mais c'était d'abord pour dire aux grands frères qu'on a l'âge de ces idées. Et tant que pour nous, qui avons modestement envie de penser, de contribuer pour l'Afrique, tu continueras d'avoir les idées aussi à jour, aussi pointues, le regard aussi acerbe, la dynamique intellectuelle aussi vive, tu auras toujours l'âge de tes idées. Donc, tu vas rester éternellement jeune pour nous. Bravo, mais ça ne remet pas en cause le gâteau. Non, n'utilise pas. Ton gâteau, le gâteau de Paris, les revendications. Les revendications. Il est important que les peuples d'Afrique comprennent que ça ne peut pas venir d'ailleurs. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. On a les hommes politiques qu'on mérite. Donc, si nous voulons que les choses changent, nous devrons faire que les choses changent. Il n'y aura pas de magie. Penser autrement, c'est attendre le bateau à l'aéroport. Je voulais ajouter... Comme le port d'Abobo. Il faudrait que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders syndicaux comprennent qu'un système n'est toujours pas totalement verrouillé. Je reviens un peu sur le tableau de Franklin tout à l'heure par rapport aux gardiens. Lorsque vous avez un domicile, à l'entrée de domicile, il y a les gardiens. Si vous ne pouvez pas passer sans vous faire voir par le gardien, il y a forcément les alternatives pour avoir accès à la maison sans que le gardien ne vous fasse... en fait, ne vous bloque, quoi. Donc, il y a toujours un élément sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir obtenir les résultats de la lutte. D'accord. Notre problème, c'est cette paresse que nous avons, mais davantage le fait que la plupart des leaders passent le temps à construire leur image au lieu de pouvoir réfléchir comment impacter, dompter,
fait adhérer le maximum de populations dans leur cause et dans leur lutte. Rim, j'ai un livre que je voudrais proposer à vous et à ceux qui nous écoutent. Un livre écrit par le bâtonnier Bernard Monod de regretter mémoire, La démocratie du consensus. C'est un livre très très poignant, c'est-à-dire qui nous rappelle les méthodes ancestrales, c'est-à-dire où on se retrouvait autour d'un arbre, où chacun donnait son avis et on récupérait l'essentiel de ce qui pouvait être bien pour la communauté. Merci. On a noté justement ce livre. Il faut s'informer. On n'a pas cessé de dire que la formation était importante. Au-delà du mode et des manifestations publiques, il faudrait bien qu'elle ait une âme, qu'elle ait une volonté. Ça ne se fera pas en un jour. Mais un jour, ça se fera avec des éminences grises qui nous ont aidés tout au long de ce débat. Merci à vous, messieurs, d'avoir prêté votre voix à l'Afrique. Dorénavant, ce ne se fera plus dans un mutisme insolent, dans un mutisme qui, longtemps encore, est resté ancré dans notre culture. Dorénavant, l'Afrique a une voix et elle est portée par tous ici. Et un jour, pour reprendre les paroles de Simonie de Séos, on dira « étranger ». Va dire à la Cédémone, ou plutôt à l'Afrique, pour notre cas d'espèce, qu'ici sont morts des gens pour protéger ces lois. À lundi.